Le vice-président Vance et le président Trump essaient toujours, désespérément, d'obtenir un accord négocié sur la guerre avec l'Iran. Leur objectif, c'est de mettre fin à ce conflit, d'arrêter l'hémorragie économique et d'éviter que les conséquences négatives sur notre économie ne deviennent trop graves. Mais ils se heurtent à de vrais vents contraires. On a de gros problèmes avec la situation au Liban, qui est évidemment le point numéro 1. On a aussi des tensions dans le détroit d'Ormuz. Et puis, il y a toute la question de la raison supposée de ce conflit, le programme nucléaire. Où en est-on exactement? Et surtout, y a-t-il une lueur d'espoir au bout du tunnel? Nous retrouvons aujourd'hui Robert Barnes, avocat constitutionnaliste, très bien connecté à Washington. C'est un ami de notre émission. Vous pouvez le suivre sur X et sur son émission avec Viva Fry sur vivabarneslaw.locals.com. Robert, comme toujours, bienvenue dans l'émission. Absolument, ravi d'être ici. Oui, je vois que ton décor change tout le temps. Et là, on dirait que tu es quelque part dans le nord de l'État de New York. Ça a l'air très joli par la fenêtre. On devrait peut-être s'installer là-bas, non? Oui, exactement. Oui, c'est magnifique. Il pleuvait hier, mais au bord du lac, on a plein de superbes régions ici. La famille de mon frère habite dans le coin, alors on passe un petit moment au bord du lac, une petite pause d'été, avant de rentrer chez nous, dans le Tennessee. On retrouvera vite nos repères là-bas. D'accord, oui, ça va être bien. Mais franchement, moi je suis complètement pour. Il faut avoir ce genre de choses si on veut vraiment se replonger dans tout ça, surtout avec les sujets dont on parle aujourd'hui. Allons droit au but. L'un des plus gros obstacles, c'est le point numéro 1 de la note d'accord. 14 points en tout. Mais le premier point, depuis le début, c'est que la guerre doit cesser sur tous les fronts, y compris explicitement au Liban. Et ça, c'est sans doute la partie la plus difficile, parce que ce n'est pas quelque chose que les États-Unis peuvent simplement contrôler. Ça suppose de réussir à mettre au pas un certain Benjamin Netanyahou. Nous resterons aussi longtemps que nécessaire dans la zone de sécurité au sud du Liban. Nous ne faisons pas obstacle à cela. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes passés de zones contrôlées à d'autres zones contrôlées, et nous protégerons ces zones aussi longtemps qu'il le faudra. Pour ceux qui ont peut-être eu du mal à lire les sous-titres, en gros, il dit « Nous ne quittons pas le Liban. Nous allons passer d'une zone contrôlée à une autre, et nous ne partirons pas tant que nous ne jugerons pas que c'est possible ou que la situation est claire. Et il est évident que ce ne sera pas pour tout de suite. En réalité, il y a un cessez-le-feu très fragile en ce moment qui pourrait exploser à tout instant. Ça pourrait littéralement réduire à néant tout ce sur quoi nous avons travaillé jusqu'ici. Comment voyez-vous cette situation avec Benjamin Netanyahou? Et est-ce que l'administration peut vraiment parvenir à le maîtriser? C'est intéressant. On a vu beaucoup plus de fuites ces derniers temps, avec différentes critiques de Trump envers Netanyahou. Certaines de ses remarques, qui viennent de ressortir, datent d'il y a 1 an ou 6 mois, notamment à propos de l'accord sur Gaza, où Trump aurait dit quelque chose comme « Tout le monde te déteste, les Juifs te détestent, même les Juifs au téléphone te détestent, et ainsi de suite. » Alors la question c'est, est-ce que Bibi peut vraiment se permettre d'aller dans un sens ou dans l'autre? Je pense que de son point de vue, il se dit qu'il doit maintenir la guerre à un certain niveau ou rester dans une phase de tension avec l'Iran et le Liban. Sinon, il pense qu'il risque de perdre les prochaines élections qui devraient avoir lieu d'ici octobre. Et s'il perd ces élections, lui et sa femme iront très probablement en prison pour 3 ou 4 ans à cause des différentes enquêtes pour corruption détaillées dans le documentaire Les dossiers Bibi et d'autres encore.
Et à l'inverse, s'il entre dans une relation ouverte, tendue, conflictuelle, à la fois avec Donald Trump et avec les États-Unis en général, d'une manière qui pourrait pousser les États-Unis à agir contre lui, eh bien, cela garantirait sans doute aussi sa chute et sa fin en prison. Donc, il essaie, vous voyez, de marcher sur une ligne très fine, être perçu comme suffisamment indépendant de Trump pour ne pas passer pour quelqu'un qui se laisse faire, mais en même temps, ne pas être tellement opposé à Trump qu'il apparaisse comme un adversaire du seul allié qu'il reste à Israël dans le monde, un allié qui compte vraiment. Et Israël va continuer à faire exploser l'accord et à le saboter. Peu importe. On voit quand même de petits signes d'espoir en Israël. Ce troisième candidat qui monte et qui est moins clairement dans la logique du grand Israël que ne le sont Naftali Bennett et Bibi Netanyahou. On commence à voir l'opinion publique israélienne évoluer, devenir un peu plus sceptique face à la poursuite de ces conflits à une telle échelle. Et puis, il y a la question pratique. Si les États-Unis retirent vraiment leur soutien à Israël, même temporairement, Israël ne pourrait pas survivre à une guerre contre l'Iran. Je veux dire, ils sont toujours en sécurité à leurs frontières grâce à la dissuasion nucléaire. Mais leur capacité à aller au-delà de leurs frontières, ça, ils ne peuvent pas le faire sans le soutien et les subventions américaines. Donc, à mon avis, leur idée de vouloir éliminer le Hezbollah, c'est tout simplement naïf. Ils ont pu se débarrasser du Hamas en utilisant des tactiques génocidaires à Gaza contre une force de résistance bien plus faible que le Hezbollah. Alors, tous ceux qui pensent qu'ils vont éliminer le Hezbollah vivent franchement dans un monde imaginaire. Le Liban a toujours été le cimetière des ambitions du Grand Israël, depuis Ronald Reagan, depuis le début des années 2000. Mais depuis le départ, ce qu'on dit, ce que Joe Kent dit aussi, c'est que la seule façon d'obtenir la paix au Moyen-Orient, même pour un certain temps, c'est de mettre Bibi dans une boîte et de ramener Israël à l'intérieur de ses frontières. Et il faut être prêt à prendre les mesures nécessaires pour y arriver. J'ai encouragé l'administration à s'opposer publiquement au projet de loi proposé à la Chambre, qui permettrait à Israël d'intégrer notre processus d'approvisionnement militaire, ainsi qu'au projet de loi du Sénat porté par Tom Cotton, encore un néoconservateur d'un autre âge, persuadé qu'il sera un jour président, alors qu'il finira juste comme un autre perdant du Sénat. La fusion du Mossad avec la CIA et tout l'appareil du renseignement, il faut s'y opposer, parce qu'Israël sait que c'est maintenant ou jamais pour faire passer ce genre de choses. Aux primaires démocrates de New York, la plupart des circonscriptions juives du pays ont voté contre Israël et contre l'un de ses plus grands soutiens et protecteurs, Daniel Goldman. Franchement, ça devrait être un signal d'alarme. Il y avait même un type du coin, un peu comme le gars de Seinfeld qui disait « pas de soupe pour toi », sauf que lui, c'était pas de café pour toi. Et il refusait d'en servir à Goldman à cause de sa position sur Israël. Certains, comme Scott Jennings et d'autres, ont présenté ça comme de l'antisémitisme. Non, c'était anti-Israël, parce que c'était la circonscription la plus juive d'Amérique. Et elle a voté massivement, 2 contre 1, pour le mettre dehors. S'ils sont en place, c'est uniquement à cause de la question israélienne, parce que les candidats avaient des positions identiques sur 90% des sujets. Donc, je pense que les jours d'Israël sont comptés s'ils continuent sur cette voie. Le projet du Grand Israël est en réalité déjà mort-né, que les Israéliens en soient conscients ou non. La vraie question, c'est de savoir s'ils vont faire exploser un accord qui pourrait saboter toute l'économie mondiale et les perspectives politiques du gouvernement Trump. Et en face, il y a l'autre équilibre à considérer. Est-ce que Trump aura le courage de tenir tête à Bibi Netanyahou, de tenir tête à Israël? Richard Barris de People's Pundit Daily, un excellent sondeur, à mon avis, le meilleur du pays, lui a dit certaines choses. Il y a 2 semaines, juste avant que l'on commence à voir ce changement à la Maison-Blanche,
sur la manière d'aborder Israël. Baris a dit à l'administration Trump et à des personnes très proches du président, y compris au président lui-même, « Écoutez, on vous voit comme le toutou de Bibi. Si vous voulez inverser la tendance de l'opinion publique avant les élections de mi-mandat, il faut que vous soyez perçu publiquement comme quelqu'un qui s'oppose à lui, qui lui tient tête, qui le remet à sa place. Il faut en quelque sorte lui donner une leçon, pas être son toutou. Et la vraie question, c'est, est-ce qu'il a le courage réel de le faire? Parce qu'il recule souvent, dès que l'occasion se présente vraiment, au-delà des effets de discours. C'est très encourageant de voir que le vice-président Vance met enfin ce sujet sur la table, qu'il faut réexaminer notre relation avec Israël. Elle ne doit pas être une relation spéciale. Elle doit simplement être une relation comme avec n'importe quel autre pays. Oui, j'aime bien le commentaire qu'il a fait là. C'est un peu comme la France ou le Royaume-Uni ou quelque chose du genre. Juste un pays normal avec lequel on peut avoir de bonnes relations. C'est comme ça que ça devrait être. Parce que dans ce cas, ça peut vraiment nous être bénéfique quand c'est dans notre intérêt. On peut aller dans cette direction. Écoutez, je me demande si je peux vous demander quelque chose. Parce que souvent, les gens disent, vous savez, que Netanyahou essaie d'éviter la prison. Peu importe. Mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne vraiment tout ça, comment ça fonctionne là-bas. Je me demande si vous pouvez en peu de temps, en tant qu'avocat, nous expliquer ce à quoi il est réellement confronté de son côté. Et pourquoi il y a une si forte probabilité que s'il perd les élections, il aille en prison. Les lois pénales israéliennes comportent des dispositions très strictes contre la corruption. En pratique, ces lois rendent impossible le fait d'accepter le moindre argent, de quelque nature que ce soit, de la part de quiconque ayant la moindre relation avec le gouvernement. Parmi les plus stricts, et ils ont déjà poursuivi d'anciens hauts responsables du gouvernement sans hésiter une seconde. Et la peine habituelle, c'est plusieurs années dans une prison israélienne, parce qu'ils considèrent que c'est un moyen de dissuasion efficace. Alors, ce que Bibi a fait, je peux, disons, comprendre ça jusqu'à un certain point. J'ai moi-même un petit faible pour les cigares. En gros, il voulait qu'on lui offre des boîtes et des boîtes de cigares presque tous les jours, de la part de gens qui avaient des intérêts devant le gouvernement israélien. Et sa femme, apparemment, est une sacrée amatrice d'alcool. Elle exige, disons, des caisses de champagne haut de gamme livrées chaque semaine. Et Bibi est un peu coincé dans cette relation, parce qu'il s'est fait prendre dans les années 90 avec, enfin, disons, une petite aventure extra-conjugale avec l'une de ses employées, rien de moins. Quelqu'un qui travaillait pour lui et avec lui, et ses opposants l'ont piégé en révélant qu'ils avaient une cassette vidéo. Il a reconnu publiquement, « Oui, j'ai eu cette liaison. » Et il se peut qu'il n'y ait jamais eu de vidéo. On ne le saura sans doute jamais. Mais il reste un peu coincé dans cette situation depuis un moment. Même si elle n'est pas vraiment populaire, pas même auprès de son propre personnel de maison. C'est un peu comme le documentaire Bibi Files, qui avait été bloqué au départ pour sa sortie aux États-Unis. Je l'avais vu parce que certaines personnes me l'avaient transmis. Et en gros, il exposait clairement les faits. Il n'y avait aucun doute qu'il avait accepté des cadeaux. Aucun doute non plus que les personnes qui les lui avaient offerts avaient des affaires en cours avec le gouvernement israélien. Pas besoin de démontrer un véritable échange de bons procédés. Il suffit de montrer que vous avez accepté des cadeaux, que vous occupiez alors une fonction gouvernementale et que ceux qui vous les ont donnés avaient des intérêts devant le gouvernement. Aux États-Unis, il faut prouver un lien, un véritable rapport de cause à effet. Il faut qu'il y ait un donnant-donnant, comme on dit, mais pas dans les lois pénales israéliennes.
Là-bas, ce qu'il faut faire, c'est montrer une chose très simple. Ces lois sont presque préventives. Il suffit de prouver que ces gens avaient des affaires en cours avec le gouvernement. Oui, que vous le saviez. Oui, que vous avez accepté des cadeaux. Oui. Et voilà, c'est fini. Coupable. C'est pour ça qu'il a été aussi paranoïaque. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé sa position de Premier ministre, surtout parce qu'il était encore poursuivi, alors qu'il était en fonction. En Israël, il n'y a pas le même type d'immunité souveraine ou d'immunité de l'exécutif que celle dont ont bénéficié le président Trump et d'autres présidents aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il a continué. C'est pour ça que deux choses se sont produites. D'abord, sa coalition avec le centre-gauche, ou ce qu'on pourrait appeler le centre-droit, certains partis de ce type, s'est brisée et ça l'a obligé à s'allier avec l'extrême droite pour rester au pouvoir. Le problème, c'est que ces gens-là, ce sont tous des extrémistes. Vous savez, Ben Gvir, Smotrich et d'autres, qui parlent de construire un troisième temple sur le dôme du rocher et de faire pleurer les mères libanaises. Et toute cette forme de folie vient de cette base d'extrême droite avec laquelle il est maintenant coincé dans une coalition. Parce que personne, au centre de l'échiquier politique israélien, ne veut être associé à quelqu'un qui est manifestement un escroc selon les critères du droit pénal israélien. Le deuxième aspect, c'est que pour gagner du temps, retarder le procès et éviter une condamnation, il avait besoin de guerre et de conflits. Et tous les grands conflits liés au projet du Grand Israël ont eu lieu depuis que Bibi Netanyahou a été inculpé. Avant ça, il y avait bien des affrontements, mais rien de comparable à l'ampleur de ce qu'on a vu ces 3 dernières années. Une fois qu'il a été inculpé, soudain, on s'est retrouvé avec des conflits presque tous les 2 jours. Et pour que Bibi puisse résister à ce niveau de contrôle judiciaire et au verdict qui l'attendent, Bibi a besoin de guerre, encore et encore, parce que c'est son prétexte. Écoutez, pour des raisons de sécurité, on se prend des attaques de tous les côtés. Et vous savez, c'est pour ces mêmes raisons qu'il se retrouve dans cette situation. Mais on ne peut pas se permettre que ce procès continue. Et c'est la seule raison pour laquelle il n'a pas encore été condamné. La seule raison pour laquelle il n'a pas encore été écarté. La seule raison pour laquelle il n'est pas encore en prison. Et puis, il y a un autre aspect dans les dossiers Bibi. Ils expliquent en détail ce que je crois que vous en avez peut-être parlé avec Tucker. Je sais que Tucker en parle beaucoup en ce moment. En fait, ces dossiers montrent comment Israël finançait le Hamas par l'intermédiaire du Qatar. Que ce n'étaient pas les Iraniens qui finançaient le Hamas, ni le Qatar directement, mais bien Benjamin Netanyahou lui-même. Excusez-moi, est-ce que la situation est telle que, tant que la guerre continue, les procès restent suspendus? Qu'est-ce qui déclenchera leur reprise? Les procès reviennent sans cesse, même en plein milieu de certains conflits. Et là, ils s'arrangent pour que la guerre s'intensifie quelque part, histoire qu'il se fasse frapper. Il a besoin qu'Israël soit attaqué, ce qui est complètement pervers. Mais c'est à ce moment-là qu'il dit « Oh, juge, il faut tout suspendre à nouveau, parce qu'il y a un risque pour la sécurité. Je ne peux pas être vu en train d'aller au tribunal, sinon le tribunal va être visé. » Il faut quand même reconnaître une chose à Bibi. C'est un peu comme quand le président Trump revient pour son 2e mandat et que son premier cadeau, c'est ce fameux beeper doré avec écrit dessus « Appuie sur les 2 boutons ou méfie-toi ». Franchement, qui offre ça à quelqu'un? C'est comme si on apportait la tête de Jean le Baptiste en cadeau à un chrétien, en disant « Tiens, j'ai un petit présent pour te rappeler d'où tu viens. » Sois un bon garçon. Voilà, c'est ça. En fait, son procès est sans cesse suspendu à cause du risque sécuritaire actuel pour Israël, lié à des attaques extérieures. Le jour où la guerre avec l'Iran sera vraiment terminée, le jour où le Liban, ou plutôt le Hezbollah, n'attaquera plus,
où le Hezbollah ne lancera plus de missiles ni de drones vers le nord d'Israël, ce jour-là, le procès reprendra. Et il reprendra presque aussitôt, immédiatement, mais à un stade très avancé, tout près du verdict, là où Bibi devra comparaître, témoigner et tout le reste. C'est pour ça qu'il fait tout capoter. Il a une motivation personnelle pour saboter les efforts, indépendamment des efforts d'Israël, qu'il justifie, eux, par leurs propres intérêts de sécurité. Alors pourquoi, à ton avis? Je veux dire, ça devrait donner au président Trump encore plus de motivation pour faire exactement ce que tu disais. Est-ce qu'il a le cran de le faire? C'est-à-dire le mettre dans une boîte, parce qu'à ce moment-là, il pourrait finir dans une cellule, pas juste une boîte, et il serait complètement écarté. Plus besoin de s'en soucier. Et pourtant, le président Trump ne le fait toujours pas. Tu as une idée de pourquoi? Je pense que ça confirme encore davantage mon idée. On n'a plus le même Trump que celui qu'on a connu pendant plus de 10 ans. Depuis environ 6 mois, quelque chose ne va pas. Ce qui était fascinant, c'était de voir les fuites montrant que les Iraniens avaient découvert qu'ils avaient considérablement amélioré leur capacité de négociation. Avec Trump, quand ils ont fait venir des psychologues pour partir du principe qu'il avait un déficit sur le plan de la santé mentale, ils ont dit « D'accord, imaginons que ce soit quelque chose comme ceux dont j'ai parlé, ou dont Larry Johnson a parlé, ou dont toi tu as parlé. Et voyons ce que ça donne à travers ce prisme-là. Moi, j'aime bien les filtres qui sont prédictifs. C'est-à-dire quand un filtre te permet de prévoir les choses, ça veut dire qu'il est peut-être utile, même s'il n'est pas parfaitement exact. Si ce filtre prédit mieux que les autres, alors autant l'utiliser. Et apparemment, les Iraniens s'en sont bien servis, parce qu'ils ont obtenu beaucoup plus de résultats à partir du moment où ils ont compris que Trump n'était pas tout à fait là. Apparemment, j'ai parlé à Rick Sanchez plus tôt dans la semaine, et il m'a dit que Lavrov, l'ambassadeur russe, lui avait confié que le Trump qu'ils avaient rencontré à Anchorage n'existait plus. Ah, incroyable. Et ils ont ajouté qu'ils s'en étaient rendus compte dès le mois de décembre, au moment de la tentative d'assassinat contre Poutine. Trump n'était plus vraiment lui-même. Il y avait des moments où Poutine discutait avec lui. Et Trump faisait sincèrement semblant de ne pas se souvenir de ce qu'il avait dit en Alaska ou de ce qu'il avait déclaré 2 mois plus tôt. À tel point que les Russes en ont conclu que si à la fois ils prenaient leur distance avec les négociations, tout en évitant de provoquer Trump délibérément, c'est parce qu'ils pensaient qu'il n'était plus tout à fait là. Ils pensent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est un peu, disons, décalé. Pas forcément sur le plan cognitif, mais plutôt sur le plan mental, émotionnel, dans sa façon de prendre des décisions. Et je crois que c'est ça qui a trompé beaucoup de gens à propos de Trump. Ce n'est pas la même chose que Biden. Ce n'est pas qu'il oublie des mots, c'est qu'il ne sait pas gérer ses émotions. J'ai un neveu autiste, et ce qui se passe souvent, c'est qu'il a une pensée, et cette pensée devient tout de suite une émotion. Il n'a pas ce filtre entre les deux, qu'il soit social ou autre. Il en est conscient, il sait que ça se produit, il voudrait l'empêcher, mais il n'y arrive pas. Alors, quand quelque chose ne fonctionne pas, il peut se mettre extrêmement en colère ou très très contrarié. Et je l'écoutais, et là je me suis dit, ah oui, c'est exactement comme les gens m'ont décrit Trump ces 6 derniers mois. Il passe d'une idée à une émotion, comme ça, sans transition. Et c'est de là que viennent son côté imprévisible et ses incohérences. Donc au final, tout va dépendre de Vance. En ce moment, l'équipe de Vance prend contact avec d'autres personnes. Je précise d'ailleurs que le sondeur de Trump travaille pour Naftali Bennett, Tony Fabrizio, pas pour Bibi Netanyahu, ce qui est un petit détail intéressant. Mais les gens de Vance cherchent à savoir s'ils peuvent collaborer avec d'autres voix en Israël dans le cadre d'une prochaine campagne
pour voir si quelqu'un d'autre là-bas peut se montrer raisonnable. Et puis, Alastair Crooke rapporte qu'il y a un mouvement grandissant, disons, du côté le plus réaliste de la scène politique israélienne. Certains commencent à se dire, vous savez quoi, peut-être que nos fondateurs, Ben Gurion et les autres, avaient raison quand ils disaient qu'on devait rester à l'intérieur de nos frontières. Notre pays est trop petit. Et ils en arrivent là, en voyant le désastre, le fiasco de la guerre contre l'Iran. L'ironie, c'est que le rêve utopique de Bibi, d'une guerre avec l'Iran, est en train de devenir non seulement le cauchemar dystopique d'Israël, mais aussi le sien. Ça pourrait même l'envoyer en prison plus vite que tout le reste. Et je pense qu'à la Maison-Blanche, on commence à en prendre conscience. Mais attention, il y a un bémol. Il y a Vance, il y a Elbridge Colby, et il y a le bras droit d'Elbridge Colby. Il reste encore quelques bonnes personnes au sein du renseignement national que Tulsi Gabbard avait fait venir à des postes plus bas. Les trois principaux, Joe Kent, Amaryllis Fox et Tulsi Gabbard, sont tous partis maintenant. Mais il reste encore des gens solides à des postes clés, là où l'influence compte. À la DIA, l'agence du renseignement de la défense, il y a encore des personnes de valeur, proches du camp Colby. Mais de l'autre côté, on commence à voir Rubio, Ratcliffe et d'autres essayer de tout saboter parce qu'ils ne veulent pas être tenus pour responsables. Ils ne veulent pas qu'on les accuse de la guerre. Ils ne veulent pas non plus qu'on les accuse de l'accord de paix qui mettra fin à la guerre. Et ça, c'est parce que ce sont des lâches nés, donnés par Dieu, comme on dit. Le narco, Marco, Soros, Scotty et toute cette bande-là. Et pendant que Vance encaisse toutes les critiques, toutes les attaques, tout le reste, je savais que certains avaient des doutes sur lui, et beaucoup en ont encore. Mais ils auraient dû voir ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Ce qu'on rapporte depuis 1 mois, voire 2, est exact. Parce que maintenant, c'est clair, c'est lui qui a pris les devants pour obtenir un accord de paix. C'est lui qui mène la campagne de communication pour amorcer, d'une certaine façon, une prise de distance avec Israël. C'est lui qui accepte de tout encaisser pour ça. Franchement, il y a eu des semaines entières où la machine Murdoch publiait attaque sur attaque, sans relâche, contre Vance. Et c'est parce que Rubio et Ratcliffe restent les alliés du lobby pro-israélien à l'intérieur. Et même s'ils savaient que cette guerre était absurde et qu'ils ont laissé filtrer qu'ils n'y avaient jamais vraiment adhéré, ils sabotent aussi, en permanence, les efforts de paix. Qu'est-ce qu'ils auraient à gagner en sabotant l'accord de paix, alors qu'ils savaient très bien que la guerre elle-même était une erreur? Parce qu'ils ne veulent pas être tenus pour responsables, d'abord. Et ensuite, ils ne veulent pas froisser le lobby pro-israélien. Le principal, le plus solide réseau de donateurs de Rubio, c'est justement ce lobby-là. Et des gens comme Ratcliffe savent très bien ce qu'il en est pour leur avenir professionnel. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de ces types fonctionnent. Ils pensent d'abord à leur héritage, mais d'une manière faible et appauvrie. Ronald Reagan, comme je n'arrête pas de le rappeler au président, quand il s'est retrouvé dans une situation similaire au Liban, a retiré nos troupes et a dit à Israël de se calmer, en leur disant clairement « Ce que vous faites, c'est un holocauste. » Et pour être honnête, ce qu'ils faisaient à l'époque dans le sud du Liban, c'était pas aussi grave que ce qu'ils font aujourd'hui dans le sud du Liban, ni aussi grave que ce qu'ils font maintenant à Gaza. Alors, j'ai trouvé ça assez amusant de voir certains Israéliens et des soutiens d'Israël s'énerver quand Trump a dit, en gros, « Bon, je vais envoyer le roi Hedgehopper là-bas. » Il utilise des mots plus flatteurs, mais tout le monde l'appelle comme ça en coulisses. Le président de la Syrie, pour régler le problème du Hezbollah. Et bien sûr, le plus drôle, c'est que ce type-là, le président de la Syrie, enfin le président non élu de la Syrie, il sort et il dit non, je crois pas que ça m'intéresse vraiment.
Parce qu'en réalité, il ne gagne pas de conflit contre le Hezbollah. He's not winning a conflict with Hezbollah. There's this continued denial in the West. Il y a en Occident un déni persistant, dans certains milieux, certaines communautés, notamment parmi les soi-disant experts en défense et les think tanks. Cette idée qu'on peut simplement éliminer un problème en tuant des gens. Mais pour se débarrasser de quelque chose comme le Hezbollah, il faudrait tuer tous les chiites du Liban. Et pour se débarrasser de quelque chose comme le Hamas, il faudrait tuer tous les Palestiniens. Ce ne serait peut-être plus le Hamas, mais il y aurait forcément une autre forme de résistance armée, parce qu'il refuse d'être conquis. Et le Hezbollah, lui, agit surtout de manière défensive. Vous savez, le Hezbollah ne lance pas de raids contre Israël sans raison. Quand il attaque, c'est uniquement pour protéger son peuple, sur son propre territoire. Le problème, c'est que certains, comme Vance, n'ont sans doute pas vraiment compris cela quand ils sont arrivés à la Maison-Blanche. De plus en plus, oui. Il commence à... il parle de façon très... Disons qu'il a longtemps été un faucon sur l'Iran, ou plutôt un partisan d'une ligne dure contre l'Iran. Mais il a toujours été sceptique vis-à-vis des guerres de changement de régime, depuis la guerre en Irak, à laquelle lui et certains de ses amis ont participé. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Cela dit, sa compréhension du Moyen-Orient progresse très vite. Ce conflit, c'est un peu comme un cours accéléré de géopolitique pour lui. Mais il a encore beaucoup de travail devant lui, parce qu'il doit composer avec un président façon roi Lear, entouré de gens du lobby pro-israélien qui lui murmurent à l'oreille à chaque passage sur Fox News. Que Dieu l'aide. Franchement, l'une des forces les plus destructrices dans toute cette guerre, c'est probablement Fox News. Parce que Trump, il se réveille avec Fox News. Il s'endort avec Fox News. Et ça, c'est pas bon. C'est une manière assurée de se torturer tous les jours. Surtout Swiss Howard. Sans aucun doute. Surtout tous ces généraux, complètement cinglés. Je veux dire, je parlais avec quelqu'un plus tôt dans la semaine, et je disais, eh bien, tu sais, si tu écoutes ces généraux de Fox News, j'en ai cité quelques-uns, tu vois, les fameux généraux fous de Fox. Et la personne me dit, non, Bart, c'est pas possible ça. C'est une chaîne internationale. Ça peut pas être vrai. Et moi je réponds, ah si, parce qu'ils ne se rendent pas compte que les trucs de Fox News, ça ne circule pas à l'international. Ce n'est pas repris en Europe, ni en Asie, ni ailleurs. Ils ne voient pas à quel point ces généraux sont complètement à côté de la plaque, à pousser des idées que personne ne peut sérieusement croire. Et là je dis, non, ces types ne croient peut-être même pas à ce qu'ils disent. Ils touchent peut-être juste un chèque pour le dire. Mais des gars comme Ratcliffe, eux, ils font semblant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien l'appeler Ratcliffe, parce qu'il y a bien un rat dans Ratcliffe. Ce qu'il attend avec impatience, c'est l'après-mandat. Pas seulement son soi-disant héritage, non, il veut surtout les gros chèques. Il sait qu'Ellison contrôle CBS et qu'il est sur le point de prendre le contrôle de CNN, grâce à la corruption au sein du ministère de la Justice, juste pour faire approuver cette fusion. Il pourrait y avoir des poursuites liées à ça, qui ne régleraient peut-être pas tout. Et Ellison pourrait avoir des ennuis si les centres de données d'intelligence artificielle s'effondrent, si jamais ça arrive. Mais des types comme Ratcliffe regardent une seule chose. Qui a l'argent? Qui a le pactole? Et c'est le lobby israélien, de manière disproportionnée. Lui, il veut s'assurer d'être financièrement à l'abri, pour de bon. Il sait qu'ils ne veulent pas que l'accord aboutisse. C'est pour ça que vous les voyez tous l'appeler le protocole d'accord de Vance. Et c'est vrai. Franchement, il n'y avait personne d'autre. Imaginez un peu, comment peut-on mener une grande négociation pour mettre fin à une guerre, et Rubio, alias Narco Marco, est encore une fois introuvable. D'accord. On a déjà fait ce commentaire auparavant. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ici? J'ai pris ça sur ton compte X, quelque chose que tu avais repartagé.
Ça disait que le vice-président Vance prenait la main dans la salle de négociation, montrant comment le ton des Iraniens était passé de la mise en scène à une vraie discussion, en défendant l'accord en train d'émerger. Mais la question, c'est comment le vice-président Vance peut-il réussir ici, s'il a Ratcliffe ou Rubio contre lui, ou même si le président Trump ne le soutient pas complètement? Comment peut-il faire avancer les choses? Parce que c'est nécessaire. C'est vraiment typique de Vance. Je dirais même presque historique. J'essayais de trouver un équivalent dans l'histoire, un moment où quelqu'un voulait faire passer une mesure importante, mais se heurtait à l'opposition de gens de sa propre administration. La dernière fois qu'on a vu ça à une telle échelle, avec des saboteurs partout, et en plus des saboteurs extérieurs, la dernière fois que c'est vraiment arrivé, je pense que c'était avec Kennedy. À moins que tu vois une autre comparaison. Mais pour moi, c'est Kennedy, au début des années 60, quand il a compris qu'un conflit avec la Russie, l'Union soviétique, serait insensé et qu'il fallait, tu vois, chercher une forme de détente. Il a fallu une dizaine d'années pour que ce que Kennedy avait lancé soit finalement mis en œuvre par Richard Nixon. Mais, vous savez, Kennedy est arrivé en tant que guerrier de la guerre froide. Puis il a compris qui étaient ces gens. Il a compris que les généraux, la CIA, beaucoup de sénateurs et de membres de la Chambre, et même une bonne partie de ce qu'on appelait alors les grands médias, tous le traitaient de vendu, de traître. Vous vous souvenez du début des années 60? Juste avant son assassinat, il y avait eu une publicité vraiment odieuse dans la presse locale de Dallas. Oui, l'affaire de la baie des cochons, ça a été une énorme bataille en interne. Et évidemment, la question nucléaire en 62 aussi. Beaucoup de choses en coulisses contre lesquelles on a dû se battre. Vraiment beaucoup. Donc oui, je pense que c'est une bonne analogie. Et souvenez-vous, Kennedy essayait aussi d'empêcher Israël de devenir une puissance nucléaire, même s'il était très sensible à la situation d'Israël dans le monde, telle qu'il l'apercevait. Il n'était absolument pas d'accord avec le fait qu'il développe des armes nucléaires en secret. Et si on regarde bien, c'est la dernière fois où, vous savez, il a dû communiquer en secret par l'intermédiaire de son frère Bobby Kennedy, chez lui, avec l'ambassadeur russe. Robert Kennedy Jr. en a parlé. L'une des personnes à qui j'ai conseillé d'intégrer la dimension la plus avancée de l'analyse dans leur politique étrangère, c'est Bobby Kennedy. Il a une compréhension très solide des affaires internationales. Et même s'il mène ses propres combats au sein du département de la santé pour essayer de faire avancer le programme MAGA, que Trump lui-même n'a cessé de saboter, Kennedy vit en quelque sorte la même chose que Vance. Il fait face à des traîtres, à des saboteurs un peu partout dans l'administration, et à un Trump imprévisible et incohérent au sommet. Quand on a un roi Lear aux commandes, rien ne peut vraiment fonctionner. Ça fait beaucoup de vent contraire, quand même. Oui, c'est vrai. Il faut quand même reconnaître le mérite de Vance. Je veux dire, beaucoup de gens l'ont critiqué, et souvent à juste titre. Mais je rappelle toujours que Vance n'est en politique que depuis environ 3 ans. C'est un vrai débutant. Oui, exactement. Il est arrivé, boum, comme ça. Et le simple fait qu'il ait accepté de se lancer là-dedans, c'est déjà énorme. Parce que franchement, le plus simple aurait été de se taire, de ne pas se mettre en avant, de ne pas risquer sa carrière politique, son avenir, avec des gens qui, littéralement, aimeraient le faire tomber juste pour avoir tenté le coup. Et pourtant, il y est allé. Il l'a fait. Il s'est montré plus affirmé, plus combatif. Et ce qu'il a dit aux Iraniens, c'est « S'il vous plaît, pour l'amour du bon Dieu, ignorez tout ce que dit le président des États-Unis. On va juste lui faire signer des choses, et tant qu'il signe, ne vous inquiétez pas. Regardez ce qu'on signe, pas ce qu'il dit. » Et donc voilà, l'Iran va s'échauffer, et Vance céder. Ils ont compris Trump.
Il n'y a pas tout qui tourne rond là-dedans. Et une fois que cette compréhension a commencé à être reconnue à Téhéran, comme leur propre rapport le montre, ils ont commencé à obtenir beaucoup plus de résultats. L'autre chose qu'ils ont faite intelligemment, pauvre Vance, c'est qu'il a eu le même accord, ou une version de celui-ci, à 7 reprises. Et à chaque fois, Trump a tout fait capoter, jusqu'à maintenant. Mais, il faut le reconnaître, les Iraniens ont appris à négocier avec Trump à la manière de Trump. Donc, quand Trump faisait campagne en 2016 et que quelqu'un critiquait le mur à la frontière, il répondait, « Eh bien, il vient de gagner 3 mètres de plus. » Eh bien, à chaque fois que Trump faisait capoter l'accord de Vance, l'Iran disait en gros, ça vient de grimper de 2 milliards, puis de 10, puis de 20. Et du coup, c'est pour ça que l'accord est aujourd'hui bien plus avantageux pour l'Iran qu'il ne l'était au départ. C'est aussi pour ça que, vous savez, le Art of the No Deal de Trump, la suite de son premier livre, montre clairement qu'il n'a plus toute sa lucidité. Alors la vraie question, c'est, est-ce que Vance peut faire passer ça avec un roi Lear au sommet et des saboteurs en dessous? Alors voici ce qui pourrait jouer en faveur du vice-président Vance et l'aider à franchir la ligne d'arrivée. Tu as évidemment parlé de Ratcliffe, de Rubio et de tout un tas d'autres, des néoconservateurs qui continuent de s'opposer violemment à tout ça, de l'intérieur. King Lear, comme tu l'as mentionné. Mais il y a autre chose. Tu l'as aussi souligné ici, les cardinals. Le coût de la guerre contre l'Iran a été énorme. Les dépenses militaires directes vont probablement approcher les 100 milliards de dollars, mais le total pourrait se rapprocher des 1000 milliards si on inclut les avantages à long terme, les paiements de la dette, les intérêts et tout le reste. Et j'ai un gros plan de ce graphique ici. Et on voit bien qu'il y a plusieurs catégories de facteurs qui vont pousser tout ça sur le long terme, très loin dans l'avenir. On a déjà connu une situation similaire avec la guerre la guerre d'Irak. Il y avait les coûts directs, les conséquences immédiates des dépenses, mais aussi tout ce qui s'est ajouté sur la durée. Et à cause de certaines catégories comparables, on est clairement monté jusqu'à des milliers de milliards. Est-ce que ça pourrait nous entraîner dans une direction où, peu importe ce que Ratcliffe veut, peu importe ce que le président Trump ou disons le roi Lear souhaite, ils seront obligés d'y aller? Et puis le détroit d'Ormuz, c'est l'un des plus grands points d'étranglement au monde, et l'Iran sait très bien le levier que ça lui donne. Oui, et je pensais, tu vois, j'avais plus d'espoir qu'on puisse vraiment conclure un vrai accord. Franchement, je me disais, il faut juste sortir, parce que Trump est trop imprévisible, il part dans tous les sens. Je penche encore un peu de ce côté-là. Mais j'ai été agréablement surpris que, tu vois, Vance ait réussi à convaincre Trump, au point que Trump dise que finalement les sanctions, c'est un peu idiot, que ça affaiblit le dollar américain, que ça nuit au système financier mondial des États-Unis et aux infrastructures financières qui sont essentielles aux avantages économiques du pays. Et puis bon, après tout, c'est l'argent de l'Iran, alors pourquoi on le garde? On ne peut pas le garder éternellement. Je pensais qu'il ne franchirait jamais ce cap à cause des comparaisons avec Obama. Le fait qu'il l'ait fait, et comme tu le disais, Trump lui-même a fini par admettre, tu vois, qu'il avait peur. La peur de tout. Donc il suffit de lui donner une métaphore liée à la peur. Pensez, vous voyez, pensez comme un tout petit. Il passe sans arrêt d'un délire de grandeur à des peurs profondes de tout ce qui pourrait mal tourner. Et la comparaison avec Herbert Hoover, clairement, ça l'a touché, comme il l'a lui-même reconnu publiquement. Il a dit « Je ne voulais pas être Herbert Hoover et faire sombrer l'économie mondiale. » Puis il ajoute « Les gens ne le savent pas, mais on était à peu près à 1 mois d'un effondrement brutal. » Contrairement à ce que beaucoup disaient, vous disiez autre chose, d'autres aussi.
Doug McGregor, Larry Johnson et plusieurs autres affirmaient « Non, non, on est proche d'un déclin brutal ». Et Trump lui-même l'a reconnu la semaine dernière, et celle d'avant, après l'annonce de cet accord. Il a dit « On était à environ 4 semaines de la fin ». Alors je me suis dit « Peut-être qu'on ne devrait pas détruire le monde, finalement. » Pas parce qu'il ne faut pas le détruire, mais parce que je ne veux pas avoir l'air ridicule. Donc c'est une autre façon de le faire. Donc, j'imagine qu'une apocalypse nucléaire serait acceptable, du moment que Trump ait l'air bien quelque part. Cette logique est quand même un peu inquiétante. Mais le fait qu'il était prêt à le reconnaître publiquement, à l'admettre, montre à quel point c'est vrai. Nous étions, et nous sommes toujours, dans une situation très risquée. Parce que l'Iran peut encore restreindre l'accès au détroit d'Ormuz s'il le souhaite. Leur retenue dépend... Enfin, je pense que l'une des questions, l'un des paris, et aussi l'un des arguments que j'ai avancés, et que je sais que des gens dans l'équipe de Vance partagent, et qu'ils défendent auprès de Trump depuis des mois, c'est que si nous n'imposons pas de blocus, et que nous n'attaquons pas nous-mêmes, la capacité de l'Iran à risquer la colère de la Chine en fermant complètement le détroit à nouveau, même sans être attaqué, même sans blocus, est en réalité très limitée. Parce que la Chine ne peut pas se permettre que l'économie mondiale s'effondre. En ce moment, c'est une économie tournée vers l'exportation. Elle essaie de se remettre de ses propres confinements liés au Covid et aussi de la crise immobilière qui a commencé il y a environ 5 ans, quand ils ont eu la bulle des bulles. Franchement, c'est fou. Leur bulle immobilière fait passer la nôtre pour une simple goutte d'eau dans l'océan. Alors, la façon dont ils gèrent tout ça, c'est pour préserver leur pacte. Le pacte entre le parti et le peuple. On vous rend riche et vous nous gardez au pouvoir. Ce pacte pourrait exploser s'ils ne parviennent pas à maintenir leur économie fondée sur les exportations, qui est la situation actuelle. Et ça veut dire, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont été surpris quand les chiffres sont sortis, que si les prix du pétrole ne sont pas montés à $1,50 ou 200, c'est uniquement parce que la Chine a commencé à vider ses réserves stratégiques. D'accord. 5 millions de barils par jour. Exactement. Chute massive. Exactement. Et ça, c'est parce que, il faut le reconnaître, les Chinois ont bien joué. Je ne sais pas pourquoi nous, on ne l'a pas fait. Mais quand ils ont vu les prix du pétrole chuter brutalement, ils se sont dit « achetons, achetons, achetons autant qu'on peut ». Résultat, ils ont constitué une réserve énorme qui fait paraître la nôtre toute petite à côté. Et beaucoup des pays qu'ils aident ne sont pas vraiment leurs grands amis. La Chine a des relations en dents de scie avec les Philippines, la Corée, le Japon, l'Australie. Mais ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre que leur économie s'effondre. Les Chinois sont très réalistes sur le plan géopolitique. Peu importe à qui ça profite ou à qui ça nuit directement. Ce qui compte, c'est l'intérêt de la Chine. L'intérêt principal de la Chine, c'est que l'économie ne s'effondre pas. C'est vraiment la seule chose qui maintient encore tout ça à flot. Si la Chine n'avait pas elle-même intérêt à garder les prix du pétrole sous un certain contrôle, on serait déjà tombé du précipice. Trump s'en rend compte certains jours, mais les gens de Vance, eux, le savent bien. Et de plus en plus, c'est Vance qui, en réalité, pilote la Maison-Blanche sur ce dossier. Tant qu'ils arrivent à garder Trump dans les clous, à le tenir en laisse, je pense qu'on peut éviter la catastrophe économique et s'en sortir, tout en essayant de garder Bibi sous contrôle et d'empêcher le Moyen-Orient d'exploser. L'autre grand facteur ici, comme on a déjà parlé, c'est qu'au début, les États du Golfe étaient plus ou moins à bord, à différents niveaux. Même les Émirats sont descendus du train. Ils se disent, peut-être qu'on n'a pas envie d'être la seule cible ou le point de mire de l'Iran. Quand les Iraniens ont commencé à les frapper encore et encore, à un moment, MBZ,
s'est dit bon, cette guerre façon jeu vidéo, c'est pas si génial que ça. Je vais attendre la prochaine version. Et ça, c'est plutôt encourageant. Il ne reste plus grand monde, en fait. Je pense qu'à long terme, on va voir émerger une sorte d'OTAN islamique. Le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, tous en train de mettre en place une architecture de sécurité, mais cette fois avec un soutien non pas américain, mais russe et chinois. Et franchement, je pense que c'est juste réaliste. D'ailleurs, les gens autour de Vance ne trouvent pas ça dérangeant. Elvis Colby, ça le dérange pas du tout. Je veux dire, c'est lui qui a aidé à rédiger la déclaration sur la sécurité nationale, la stratégie de défense nationale. Tout ça, c'était pour dire « Sortons enfin du Moyen-Orient ». Donc vous savez, si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça se produit, il y aura des gens qui diront « Tu vois, Barnes, c'était du jeu d'échecs en 8 dimensions depuis le début. Trump jouait à un jeu d'échecs en 8 dimensions juste pour nous faire sortir du Moyen-Orient. Il nous a presque menés à l'effondrement économique et à l'apocalypse nucléaire, mais c'était du 8D chess, Barnes. Et franchement, si on en arrive là, très bien. Tant qu'on y arrive, sans guerre nucléaire, ni catastrophe mondiale entre-temps. Oui, oui. Si ça te fait du bien de le dire, très bien, tant que ça aide notre pays. Je suis d'accord avec ça. Écoute, je ne veux pas te laisser partir aujourd'hui sans parler d'un autre sujet, un sujet sur lequel je sais que tu as beaucoup d'intérêt et d'expertise aussi. C'est le système électoral et la direction que pourrait prendre la politique américaine. Tucker Carlson a un peu provoqué un séisme récemment en annonçant qu'il quittait le Parti républicain. Et il se trouve qu'on l'avait invité dans notre émission le lendemain de cette déclaration, donc on a pu lui poser quelques questions de suivi à ce sujet. Si vous quittez le Parti républicain, est-ce qu'il y a une chance que vous partiez en même temps que Marjorie Taylor Greene et d'autres qui ont, disons, sauté dans ce train-là ou en sont descendus, pour ainsi dire? La question c'est, est-ce que le Parti républicain peut encore être réformé ou est-ce qu'il est trop tard? Voici ce qu'il a répondu. Est-ce que c'est possible que, surtout si lors des prochaines élections de mi-mandat, il y a une vague bleue et que le camp républicain se fasse balayer? Peut-être que les gens qui pensent encore, et je crois qu'ils sont nombreux, un peu comme vous, se disent « Est-ce qu'on peut forcer le Parti républicain à changer? Ou bien, est-ce que la direction est tellement solidement installée qu'elle n'en aura tout simplement rien à faire? Vous, comment vous voyez ça? Je pense je viens juste de parler à un membre républicain du Congrès juste avant cette interview qui m'a dit « Tu encourages les gens à voter pour les démocrates ». Non, pas du tout. Bien sûr que non. Je suis pro-vie et je déteste le racisme. Je ne vais pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la bonne voie et c'est sans doute pour ça que j'aurais mieux fait de me taire. Mais j'étais tellement en colère que j'ai parlé, et voilà, c'est toujours le même problème. Je parle trop. Oui, mais je ne sais toujours pas quelle est la bonne voie. Et vous savez, je me dis aussi, si je suis complètement honnête, et je ne devrais probablement pas le dire, que notre forme actuelle de démocratie électorale est devenue très difficile à maintenir avec les progrès technologiques. Je veux dire, je ne sais pas si notre système est vraiment à la hauteur de la puissance technologique qui s'accumule aujourd'hui, sous le nom d'intelligence artificielle et d'autres technologies. C'est quand même difficile pour le peuple de gouverner quand les plus riches disposent d'une technologie aussi puissante. When the richest people have technology this powerful. I think that's clearly true. And people sense that. I think a lot of the talk about voter ID and voter fraud derives from this gut level sense that like people can't really express their will in a world with AI. And I think that suspicion is founded in reality. So like, what is the solution? I don't know, but this is not working.
And I'm grateful to Trump for forcing this realization on the public. This is not working at all. If you're literally waging a war that you can't possibly win in any meaningful way at the expense of American lives and untold billions in money you don't have on behalf of like a foreign country, then you've really reached the end. It's like the final absurd scene where everyone wakes up and is like, wow, that was the strongest LSD I've ever taken. I'm never doing that again. LSD, I didn't think of it like that. LSD, je n'y avais pas pensé comme ça. Mais après ce qu'il a dit, je me suis dit, oui, il y a peut-être des analogies. Il a dit plusieurs choses. Prenons-en quelques-unes en particulier. Il a affirmé que les gens ordinaires ne peuvent pas rivaliser avec ces personnes très riches, soutenues par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il a raison? Vous savez, je pense que ça dépend. Je veux dire, je crois qu'une partie de ce à quoi il fait référence, c'est le fossé dans la représentation. Mais honnêtement, ce fossé a toujours existé. C'est un problème inhérent au gouvernement représentatif. Quand on confie à un petit groupe de personnes la tâche de représenter tout le monde, eh bien, j'ai toujours soutenu que notre Constitution prévoyait que les membres de la Chambre ne représentent pas plus de 30 000 personnes. Et dans les faits, le Sénat devait fonctionner de la même manière, puisque les sénateurs étaient choisis par les assemblées législatives des États. Et ces assemblées, elles, représentaient des groupes encore plus restreints. L'avantage de ce système, c'est qu'il limitait la capacité de l'argent, des grandes entreprises technologiques ou d'autres puissances émergentes à s'emparer du processus politique. Aujourd'hui, on a des élus qui représentent jusqu'à 1 million de personnes pour un seul siège à la Chambre. Et ce que ça fait, c'est que ça les éloigne. Et puis le Sénat, lui aussi, est élu directement. Le résultat, pour les deux chambres, c'est qu'ils se retrouvent moins à représenter le peuple, au lieu de le faire davantage. Donc un des fondements essentiels de notre Constitution et les principes sur lesquels s'appuyait la génération fondatrice pour garantir que ce gouvernement représentatif le soit vraiment. Eh bien, cet équilibre entre un certain élément aristocratique et la démocratie directe, équilibre qui à l'époque reposait sur des arguments parfois solides, parfois moins, cet équilibre n'existe plus. Le problème, en fait, s'est aggravé. Il a toujours existé, mais aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus marqué. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui garantit qu'un représentant vote vraiment comme ses électeurs, pour eux ou dans leur intérêt? Il n'y a rien légalement qui l'y oblige. La seule chose qui, politiquement, le poussait à le faire, c'était la réélection. Et le souci aujourd'hui, c'est que pour être réélu, il faut servir le milieu de Washington. Il faut servir le marigot. C'est lui qui te protège et te fait avancer. Mais sur son point plus large, à propos de devenir indépendant, c'est bien là que le pays tout entier se dirige. Et tu en parles depuis un moment. On a vraiment deux options. Soit une guerre civile et l'effondrement, soit l'émergence de nouveaux partis indépendants, de nouveaux systèmes politiques qui représentent réellement les intérêts des électeurs. Et je pense que la deuxième option reste la plus viable, mais aussi la plus conforme à la Constitution. Et moi, j'ai toujours préféré, c'est un peu comme la Bible. La Constitution en général, elle a une réponse, même pour les problèmes d'aujourd'hui, si on cherche assez longtemps. Et une partie des principes d'origine de la Constitution, comme la limite d'un représentant pour 30 000 personnes, fait partie de ça. Il faut qu'on restaure le côté vraiment représentatif de notre démocratie constitutionnelle. Le meilleur moyen d'y arriver, ce serait sans doute de lancer un nouveau mouvement indépendant, avec des candidats indépendants, des candidats de partis tiers, plusieurs partis indépendants. Et, historiquement, les États-Unis ont souvent suivi une trajectoire très proche de celle du Royaume-Uni au cours du siècle dernier sur le plan politique. Par exemple, la montée du Parti travailliste au Royaume-Uni dans les années 20 et 30
correspond à la prise de contrôle du Parti démocrate par le mouvement ouvrier, ici en Amérique, à la même époque. Et puis, vous savez, Churchill a été écarté juste après la Seconde Guerre mondiale, un peu comme les républicains qui ont pris le pouvoir en 1946, juste après la guerre. Les Harold Wilson au Royaume-Uni faisaient écho au Jimmy Carter et à la démocratie technocratique en Amérique dans les années 60. Ensuite, Margaret Thatcher, en 1979, a annoncé et préparé l'arrivée de Ronald Reagan en 80. John Major, au début des années 90, ressemblait beaucoup à Poppy Bush. Tony Blair, au milieu des années 90, a beaucoup ressemblé à Bill Clinton et, dans une certaine mesure, à Barack Obama. David Cameron et son entourage ont, eux, beaucoup de points communs avec Paul Ryan et son groupe. Puis le Brexit au Royaume-Uni a été très comparable à Trump aux États-Unis. Alors, que se passe-t-il au Royaume-Uni? Le Parti libéral-démocrate est sur le point de s'effondrer. Le Parti travailliste est sur le point de s'effondrer. Le Parti conservateur aussi. Je veux dire, Starmer est déjà hors jeu. Je ne pense pas qu'on tienne un an et demi. C'est quand le dernier Premier ministre au Royaume-Uni qui a vraiment fait tout son mandat? Est-ce qu'il y en a eu un depuis Cameron? Ça fait un moment, non? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Américains vont avoir un énorme appétit, comme Tucker l'annonce, mais comme Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie le prévoient aussi, pour de nouvelles options indépendantes ou de tiers partis. Ce serait la dernière tentative pour sauver notre République constitutionnelle. Parce que franchement, le système à deux partis, ça ne marche plus. Oui, en fait, c'est quelque chose que le colonel Douglas McGregor a aussi souligné dans notre émission cette semaine. Les démocrates sont allés tellement loin à gauche en soutenant tout ce qui est anti-américain qu'un grand nombre d'entre eux ne veulent plus rien avoir à faire avec le Parti démocrate. Et vous nous avez déjà montré ce qui se passe du côté des républicains. Je pense que le système bipartite tel qu'on l'a connu est en train de s'effondrer. Ce n'est pas encore visible, mais on va en voir de plus en plus de signes dans les mois et les années à venir. C'est pour ça que, comme vous le savez, je soutiens la création d'un troisième parti. Donc apparemment, ça c'est autorisé. Vous savez, vous venez de citer McGregor, MTG, Tucker Carlson et vous-même. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment vous voyez le paysage? Eh bien, on a un nombre record d'Américains qui se disent indépendants. Certains penchent un peu du côté démocrate ou républicain, mais de plus en plus, c'est plutôt du genre « si c'est tout ce qu'on me propose, alors d'accord, j'irai là ». Mais pas si d'autres options existent. Et je pense que, d'ici la fin de l'année, la majorité des Américains se définiront comme indépendants, pour la première fois dans l'histoire des sondages aux États-Unis. Et ça montre bien la direction que prennent les choses. Et puis on a encore beaucoup d'obstacles juridiques. J'ai probablement défendu autant de dossiers juridiques pour des tiers et des candidats indépendants à travers le pays que n'importe quel autre avocat ici. Et nous, on a des obstacles que le Royaume-Uni n'a pas, que l'Europe n'a pas non plus. En fait, on a les barrières d'accès aux bulletins de vote les plus restrictives au monde. Il y a plus d'Iraniens qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle en Iran qu'il n'y en a aux États-Unis. Et ça dit tout. On critique sans arrêt le régime iranien en disant qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Eh bien, il y a parfois plus de démocratie dans certaines parties de l'Iran qu'il n'y en a aux États-Unis, malheureusement. Wow, c'est génial. Des lois absurdes sur l'accès au bulletin de vote. Et vous pourriez en citer quelques-uns. Quels sont les obstacles principaux? En gros, à l'origine, le bulletin de vote était accessible au public et n'était pas contrôlé par l'État. Quand notre pays a été fondé,
les gens allaient parfois voter publiquement dans les mairies, ou bien ils apportaient leur propre bulletin. Plus tard, au XIXe siècle, les électeurs recevaient leurs bulletins directement sur place, distribués par les différents partis, organisations ou appareils politiques de l'époque. Mais l'idée que l'État contrôle le bulletin de vote, ça n'a vraiment commencé que plus tard. Le bulletin australien, c'était le concept du vote secret, pour que personne ne sache pour qui on votait. D'accord, ça se comprend. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'État doit contrôler le bulletin. On pourrait très bien distribuer ou simplement mettre à disposition un bulletin que les gens apporteraient eux-mêmes, tout en gardant le secret du vote. Le monopole de l'État sur le processus électoral, un peu comme les monopoles de licence d'État, avait pour but d'éliminer la concurrence. Il visait à détruire les machines politiques. C'était aussi parce que, par exemple, il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas lire. Et tout à coup, s'ils ne pouvaient plus apporter leur propre bulletin, ça voulait dire qu'ils devaient lire celui qu'on leur donnait. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe, avec les grandes vagues d'immigration, mais aussi dans de vastes zones du sud rural et ailleurs dans le pays, il y avait encore, disons, 10-15, parfois 20% de la population qui n'était pas vraiment alphabétisée. Ils ont fait tout ça pour prendre le pouvoir. Et ensuite, ils sont allés encore plus loin. Chaque fois qu'un candidat d'un troisième parti a réussi, il finit par créer. Enfin, imaginez que Pepsi et Coca puissent écrire les règles pour décider qui a le droit de vendre des boissons dans le supermarché du coin. C'est exactement ce qu'on vit. Les partis démocrates et républicains ont conspiré et collaboré pour s'assurer qu'aucune option indépendante ou tierce ne puisse les remettre en cause. Ils se partagent le pouvoir comme dans un jeu de chaises musicales, en faisant semblant d'avoir de grandes différences, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Et tout ça, ils l'ont inscrit dans la loi. Les tribunaux ont été complices. Pourquoi? Parce qu'au final, qui nomme chaque juge? Le Parti démocrate ou le Parti républicain, que ce soit au niveau fédéral ou dans bien des cas au niveau des États. On a réussi à percer de temps en temps, oui. Mais historiquement, le vrai défi, c'est que les victoires juridiques n'arrivent que quand il y a un fort élan politique derrière. Je me souviens avoir conseillé Bobby Kennedy là-dessus, au tout début de sa candidature indépendante en 2024. Et même son équipe ne mesurait pas vraiment l'ampleur du problème. Je leur ai dit, ils vont inventer les arguments les plus absurdes, les plus fous, pour t'empêcher d'être sur le bulletin. Tout ça, c'est anticonstitutionnel. Moi, en tant qu'électeur, je devrais pouvoir choisir qui figure sur mon bulletin. Je devrais pouvoir choisir pour qui je vote, pas laisser ça à un bureaucrate dans une capitale d'État, ni à un juge d'un tribunal local qui fait cavalier seul. Mais comme ils sont tous de mèche, ils vont très loin pour y arriver. En général, ils n'y parviennent que quand il n'y a pas une forte demande du public pour un candidat indépendant, un vrai troisième choix. À chaque fois qu'il y a eu George Wallace en 68, John Anderson en 80, Ross Perot en 92, Ralph Nader la première fois en 2000, mais pas la seconde en 2004. Les tribunaux finissent toujours par céder. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde voie à quel point notre système politique est rempli de faux-semblants, d'imposteurs et de tricheurs, et à quel point la justice en fait partie. Mais ils ont toutes les ficelles possibles. Il faut déposer des pétitions avec un nombre énorme de signatures. Par exemple, prenons le Tennessee. Dans cet État, si vous voulez vous présenter comme candidat indépendant à la Chambre des représentants, pas de problème. Il suffit d'annoncer votre candidature en même temps que tous ceux qui se présentent aux primaires. Donc, si vous êtes mécontent du résultat des primaires, eh bien, vous ne pouvez plus rien faire. La Cour suprême a depuis longtemps reconnu que c'était inconstitutionnel. Mais les juges ferment les yeux.
et ce genre de contentieux coûte souvent très cher. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans le volet sur la liberté politique du centre juridique 1766, on ne se contente pas d'aider les gens à devenir de petits candidats indépendants ou des candidats de partis tiers. On leur donne aussi les outils pour le faire. On rassemble tous les mémoires, toutes les affaires judiciaires. J'en ai moi-même traité pas mal, et je les publie là-bas pour que les gens sachent quels sont leurs droits, parce que souvent, ils ne le savent pas. Les gens doivent comprendre comment ouvrir cette sorte de coffre-fort qu'est le système bipartite. Et je pense qu'au bout du compte, on va finir par vaincre ce système, parce que franchement, le système des deux partis ne fonctionne plus. Il ne fonctionne ni pour les électeurs, ni pour l'Amérique. It's not working for the voters, it's not working for America. And it's now what, 25 years? Et ça fait quoi? Maintenant, 25 ans que ça ne fonctionne vraiment plus depuis la fin de la guerre froide. Ronald Reagan est sans doute le dernier président qui a été sincèrement et durablement populaire. Tous les autres ont fini avec une image négative, disons 1 an ou 2 avant la fin de leur mandat, tombant d'une manière ou d'une autre sous les 50%. Donc le système bipartite ne marche plus. La bureaucratie ou l'oligarchie, peu importe comment on l'appelle, doit être remplacée. Mais la Constitution donne une réponse. Cette réponse, c'est de rétablir une démocratie directe, mais d'une façon plus représentative, en limitant et en plafonnant le nombre de citoyens que les membres de la Chambre et les sénateurs peuvent réellement représenter, et en libérant les candidatures indépendantes et celles des tiers partis, qui ont toujours été la clé de toute réforme dans l'histoire américaine, depuis Andrew Jackson. In American history, going back to Andrew Jackson. Donc, si je comprends bien, l'événement qui arrive les 1er et 2 août, la Convention du Centre juridique 1776, qu'on voit juste ici, va aborder une partie de tout ça. C'est bien ça? Oh yeah, we're going to cover the landscape. We got Alexander McCourt flying in Ah oui, from London. on va vraiment couvrir tout le paysage. On a Alexander Mercouris qui arrive de Londres, Alex Christoforou qui vient de Chypre, l'incontournable Daniel Davis qui sera là. Larry Johnson aussi va venir. Alexander Mercouris sera avec nous. Joe Kent essaiera de passer. On aura aussi Richard Barris, le sondeur, et tout un éventail d'invités. Le Dr Bowden du côté Maha, Brooke Jackson également du côté Maha, et plusieurs autres défenseurs du mouvement. En gros, on va aborder les questions de liberté politique, de liberté financière, de liberté médicale et de liberté alimentaire, et tout ce qui se joue en première ligne sur ces sujets. Freedom aspects and the front lines of that. And part of the political freedom is how do we reform the intelligence? Et une partie de la liberté politique, c'est aussi de se demander comment réformer la communauté du renseignement, comment réformer l'appareil militaire, comment réformer notre système d'achat de défense. Mais au fond, tout cela repose sur une chose. Il faut réformer nos formes de gouvernement représentatif. Alors, comment créer de nouveaux partis indépendants? Comment obtenir l'accès au bulletin de vote? Comment s'assurer que votre voix puisse être entendue du public, surtout dans ces circonscriptions où les campagnes coûtent très cher? Et puis, comment utiliser d'autres mécanismes, d'autres modes de communication pour contourner les grands médias et l'oligarchie des donateurs? Nous allons donc en parler et de bien d'autres sujets pendant la conférence. Les billets sont encore disponibles, même si nous avons une limite stricte sur le site 1776lawcenter.com. Mais cet événement va être une partie essentielle du projet du 1766 Law Center, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un quart de siècle. Tant qu'on n'aura pas réparé les fondations du gouvernement représentatif, on continuera à avoir les mêmes problèmes, encore et encore, et le même dysfonctionnement de notre système. Et le vrai souci, c'est que ce dysfonctionnement, au cours des 25 dernières années, est devenu un problème dangereux à l'échelle mondiale. Ce n'est plus seulement une question de savoir si votre conseil municipal fonctionne bien. Ça, c'est une chose. Mais que se passe-t-il quand on s'engage sans arrêt dans ces guerres insensées
partout dans le monde, qui mettent en danger l'humanité et l'économie mondiale, au point de risquer de les abîmer pour des décennies. On entre dans une époque qui ressemble beaucoup à celle d'avant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et on voit déjà certains signes de ça. Même aux États-Unis. Vous savez, il y a des groupes, des chemises brunes et des chemises rouges, qui veulent se disputer le pouvoir ou qui gravitent un peu en marge. Il faut leur offrir une alternative constitutionnellement correcte, politiquement viable, à une guerre civile, une voie qui puisse restaurer la République constitutionnelle. Et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que pendant le quart de siècle anniversaire de notre pays. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et depuis un an environ, on a reçu plusieurs invités dans notre émission qui s'inquiètent qu'on se dirige vers une situation proche d'une guerre civile. L'un d'eux a même parlé d'un État pré-révolutionnaire qui, avec la mauvaise étincelle, pourrait devenir quelque chose de très violent, de très sanglant. Donc, le seul antidote à ça, c'est de trouver, comme vous venez de le dire, des alternatives constitutionnellement et politiquement viables, capables de canaliser cette force, cette énergie et cette colère vers quelque chose d'utile. Mais l'une des grandes questions, ou plutôt l'une des critiques que beaucoup de gens formulent, c'est qu'ils regardent les dernières élections présidentielles et qu'ils se disent « Bon, j'ai juste dû choisir le moins pire des deux candidats, parce qu'il n'y en avait aucun que j'aimais vraiment, et ainsi de suite. » Mais c'est tout ce qu'on nous propose. Et puis, il y a cette idée que si un troisième candidat se présente, que ce soit pour le Congrès, le Sénat ou la présidence, eh bien, si on vote pour lui, tout ce qu'on fait, c'est retirer des voix à l'un des deux grands partis et du coup faire élire l'autre camp. Les deux camps disent exactement la même chose. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Je pense que l'époque où l'on devait choisir entre Tweedledum et Tweedledummer est clairement révolue. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'establishment ne s'effondre. Et la vraie question, comme vous le soulignez, c'est de savoir s'il s'effondre à travers une transition démocratique, conforme à la Constitution, une application de nos principes fondateurs, ce qui serait en fait un mécanisme de réforme et de correction beaucoup plus stable. Ou bien, est-ce qu'il faudra que les paysans prennent d'assaut les portes? Parce que si c'est le remède haïtien, le genre de révolution de ce style-là, ils vont beaucoup moins apprécier le résultat. Ils devraient donc accepter et ouvrir le processus aux mécanismes de réforme constitutionnelle, démocratique au sens plein du terme. Sinon, ils auront droit à une version bien plus laide de la réforme. Parce que, de toute façon, je pense que leurs jours au pouvoir, en tant que classe parasitaire et oligarchique qui ment aux gens pour se faire élire, puis les trahit une fois en place, sont tout simplement comptés. Les Américains en ont assez. Vous voyez ce que je veux dire? On peut supporter quelques mauvaises expériences, mais à un moment, on se dit, peut-être qu'il est temps d'avoir tout un nouvel éventail de choix, au lieu de continuer sur la même voie. Et je pense que c'est là que l'Amérique se trouve aujourd'hui, au bord du précipice. C'est soit ça, soit l'effondrement. Parce que beaucoup de républiques constitutionnelles ne durent pas plus d'un quart de siècle. Alors si on veut que la nôtre tienne encore un quart de siècle, il faut restaurer notre république constitutionnelle en revenant aux solutions qu'elle prévoit pour les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Et ces problèmes exigent une véritable révolution dans notre système représentatif. Cela impliquera presque forcément de nouvelles options indépendantes, de nouveaux partis sur le bulletin de vote, pour que les citoyens puissent vraiment choisir. C'est un élément essentiel de cette réforme. Sans ça, on n'y arrivera jamais. On arrive presque à la fin du temps que j'avais demandé. Si vous avez encore un peu de temps, j'aimerais poser une dernière question. Oui,
Allez-y. Parfait. Comment est-ce que ça peut devenir concret, opérationnel? Parce que depuis longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans, on parle beaucoup de ces sondages dont vous parlez, où de plus en plus de gens se disent indépendants. Ils penchent d'un côté ou de l'autre, mais ils ne se définissent plus comme républicains ou démocrates. Ils se disent indépendants parce qu'ils en ont assez, même de leur propre parti. Et je le vois aussi bien chez mes amis démocrates que chez mes amis républicains. Les deux en ont marre de leur parti. Mais il n'y a pas de voie concrète pour faire autrement, parce que comme vous l'avez dit, les obstacles sont énormes, sans parler de l'argent et de tous ces aspects pratiques. Alors, comment voyez-vous ça se traduire concrètement pour tirer parti de ces opinions-là? Je pense qu'il y a deux volets parallèles, l'architecture juridique et l'architecture pratique. Sur le plan juridique, il s'agit d'attaquer toutes ces lois, d'identifier les maillons faibles dans ces textes, qui, à mon avis, rendent presque toutes les restrictions d'accès au scrutin inconstitutionnelles. Mais certaines sont plus graves que d'autres. Certaines sont aussi plus efficaces pour bloquer le processus. Il faut donc mettre en avant ces lois-là, les classer par priorité, puis élaborer une stratégie juridique pour les contester devant les tribunaux, et peut-être aussi dans les instances législatives ou d'autres branches du pouvoir. Mais comme tout cela sert un duopole, le pouvoir judiciaire est sans doute, historiquement, celui qui a le plus de chances d'apporter une solution et d'identifier les bons candidats pour mener ces actions. Et nous, au 1766 Law Center, nous allons le faire de manière à créer une structure type, un modèle que n'importe qui pourra reprendre, copier ou adapter, que ce soit un avocat ou un candidat, partout dans le pays. Un peu comme quand nous avons abordé la question des vaccins contre le COVID et de la discrimination religieuse. Nous avons élaboré toute cette théorie, nous l'avons portée dans le débat public, mais surtout auprès d'autres avocats. Des millions d'Américains ont pu s'en servir pour éviter d'avoir à se faire vacciner de force en invoquant des objections religieuses. J'ai appelé ça une lettre dans une bouteille, parce qu'en tant qu'avocat, on a toujours des restrictions légales sur le fait de donner des avis juridiques. Alors j'ai dit, tiens, voilà une lettre qui est arrivée dans une bouteille devant ma porte, et voilà ce que vous pouvez en faire. Pas mal de gens s'en sont servis, et ça a vraiment marché. Donc ça, c'est la première partie. L'architecture juridique d'une attaque contre ces pratiques anticonstitutionnelles et monopolistiques des deux parties. L'autre aspect, c'est le côté pratique. On va commencer à rédiger des textes, et on aura des gens comme Richard Barris et d'autres à la conférence pour en parler aussi, sur la façon de faire campagne, quel que soit le niveau de responsabilité. Parce que ce qu'il faut maintenant, c'est que tout le monde commence à se pencher sur la question. Peut-être que ça commence par une réunion publique. Peut-être qu'il s'agit d'un conseiller municipal, peut-être d'un shérif local, peut-être de toute cette variété de postes différents, parfois très éloignés les uns des autres, qui sont accessibles aux gens ordinaires. Peut-être qu'il s'agit de faire campagne pour quelqu'un, ou d'aider à organiser la campagne de quelqu'un, ou simplement de s'occuper de sa communication. Mais toutes ces façons, anciennes ou nouvelles, de faire campagne pour un poste sont concrètes, parce que la plupart des gens ne les connaissent pas. Pour eux, ça paraît énorme, presque impossible à aborder. Et puis il y a toute cette classe de consultants politiques, achetés en sous-main, qui travaillent en réalité pour les grands donateurs, pas pour les électeurs. Alors comment atteindre les électeurs? Comment lever des fonds? Comment gérer les obstacles juridiques? Comment se faire une place dans l'opinion publique sans dépendre de cette classe de professionnels de la politique qui cherchent à vous saboter et à vous affaiblir à chaque étape? Tous ces éléments pratiques, comme un guide pour se présenter à une élection à l'époque moderne,
face à la machine des grands donateurs oligarchiques. C'est pour ça qu'on met en place à la fois une structure juridique et une structure pratique, pour que n'importe qui, partout dans le pays, puisse s'en servir au profit des candidats indépendants et des partis alternatifs. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut débloquer la situation. Il y a un grand écart entre l'offre et la demande, comme vous le soulignez. La demande est énorme, mais l'offre est limitée. Limitée à cause du cadre juridique, et limitée aussi par le manque de connaissances et de sensibilisation pratique. Nous, on veut combler cet écart. Le 1766 Law Center, pour que ce mouvement indépendant et tiers devienne une option réaliste. Parce que c'est à vous de choisir ce que vous voulez au menu, pas au gouvernement. Et c'est la seule façon de vraiment répondre à l'appétit politique de réforme en Amérique. Et selon vous, avec les déclarations récentes de personnes comme Marjorie Taylor Greene ou Tucker Carlson, est-ce que ça va pousser d'autres à se dire « Oui, peut-être que certains démocrates vont quitter leur parti, peut-être que certains républicains aussi, et qu'on va regarder ailleurs ». Vous voyez un mouvement dans ce sens? Eh bien, je veux dire, Joy Reid a récemment déclaré qu'elle ne soutiendrait aucun démocrate qui soutient Israël. Donc, on voit déjà, vous avez vu New York, cette espèce de révolution politique qui s'est produite là-bas sous Mamdani. Mais la cause principale, c'était Israël. Mamdani lui-même n'aurait jamais été élu si on n'avait pas décidé de bombarder l'Iran la première fois, juste avant sa primaire pour la mairie. Les gens se rendent compte qu'il y avait cette idée que l'AIPAC était intouchable. L'AIPAC est passée d'une situation où elle contrôlait pratiquement tous les membres du Congrès, à l'exception de Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene, à une situation où, d'après les derniers chiffres, plus de 30 grands candidats aux primaires refusent désormais de prendre le moindre dollar ou d'avoir le moindre lien avec l'AIPAC. C'est une véritable révolution, du genre qu'on n'aurait jamais imaginé au cours des 30 dernières années. Et ce mouvement ne va faire que grandir, encore et encore. Je pense que ces éléments contribuent à rééquilibrer les choses, d'une manière qui peut vraiment favoriser la réforme et le mouvement en faveur de cette réforme. Mais ça demandera l'engagement de chacun de nous, parce que, comme pour toute révolution, rien de tout ça n'aurait été possible si tout le monde n'avait pas apporté sa petite contribution. Oui, absolument. Écoutez, je soutiens complètement cette initiative. Et ça fait longtemps que je défends ce genre de mouvement parce que j'en ai vraiment assez des deux partis qui se croient intouchables et qui se fichent complètement du peuple américain. Il est temps de changer cette dynamique, de la base vers le haut et de le faire dans le cadre légal. Donc je suis totalement pour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et merci aussi pour ce que vous faites. Et juste une dernière fois, si les gens veulent venir à cet événement, s'il reste des places, c'est bien sûr 7076lawcenter.com qu'il faut aller. C'est ça? Oui, il suffit d'aller sur le site 1776lawcenter.com. Il reste encore quelques places, alors n'hésitez pas à les réserver. Ce sera les 1er et 2 août, une conférence sur 2 jours. On aura même un ancien chef de la Maison-Blanche qui vient bénévolement. Sans blague. Oui, il soutient la cause, donc il va préparer à manger pour tout le monde, et ça va être super. Je dirais ceci à propos du système bipartite. Ils ont décidé d'améliorer Tweedledum et Tweedledummer en Tweedledummer et Tweedledumist, si l'on en juge par les stratégies et les tactiques qu'ils utilisent. On ne peut pas dire le contraire, c'est sûr. On est content d'être là et on a hâte de te voir, mon ami. On se revoit très bientôt, dans un peu plus d'1 mois. Alors, on se retrouve là-bas et si Dieu le veut, quelque chose de bon en sortira, pas seulement l'événement en lui-même. Ah, voilà quelques gars. Parfait, tu as vraiment l'air d'un révolutionnaire américain.
J'en amènerai peut-être un, juste pour pouvoir poser la main sur Jackie. Parfait, ce serait parfait. Oh, hey, that'd be perfect. That'd be perfect. So I will say, everybody. Je dois dire que tout le monde qui a regardé ça dit que Larry Johnson a l'air d'être le plus impressionnant du groupe. Oui, on dirait qu'il est né pour ça. Non, il a eu tout un... Enfin, regardez-moi ça. Ah, le voilà. Un mélange de George Washington et de Stonewall Jackson. C'est vraiment ça. On serait prêt à partir au combat pour Larry tout de suite. Allez, en ligne, on y va. Larry, right away. You line up. Let's go. D'accord. Super. On se retrouve très bientôt et on se retrouve tous dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, surtout ceux qui adorent écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez. Ils peuvent l'écouter là où ils prennent déjà leur podcast. Il suffit de leur en parler. To get their podcast, you just got to tell them.